Il avait demandé un peu à ma direction, ma tête. Il avait dit: «Tant que ce monsieur présente le journal télévisé, plus jamais je ne viendrai, comme invité». Souvent, les interviews de Depardieu portent une sorte de force poétique qui est assez étonnante. Lui a cette générosité qui fait que parfois il oublie même de faire la promo du film pour laquelle il est là en théorie. Il est prêt à vous parler d'un écrivain qu'il aime bien. Depardieu fait partie des gens avec qui j'ai toujours eu de bonnes surprises. Je me méfie beaucoup des préjugés et un des préjugés veut que certains clients de télévision soient forcément compliqués ou puissent comme ça partir dans des improvisations un peu risquées. C'est le cas de Depardieu. Moi, j'ai toujours été au contraire très surpris par la qualité intellectuelle des réponses de Depardieu. C'est vrai aussi des sportifs, très souvent. Moi, j'ai de très bons souvenirs d'interviews sportives. Je trouve qu'un Federer, par exemple, est un des clients de télévision les plus intelligents qu'on puisse avoir. Et puis, souvent, ce sont les personnages politiques, évidemment, aussi, qui vous font une réponse qui vous frappe. J'avais été très frappé de ce que Gorbatchev répondait quand je lui demandais « Mais qu'est-ce que vous aimeriez qu'on dise de vous plus tard ?» Et il disait que je sois un brave type. J'ai été un brave type. Lorsqu'on me demande de procéder à une auto-évaluation, alors j'ironise, écoutez, je suis un bon gars, j'ai fait pas mal de bien. L'histoire, finalement, nous donnera une juste appréciation. Et sur le moment, j'ai trouvé la réponse terriblement triviale. Et en relisant beaucoup ce qu'il avait fait, en regardant plus précisément l'histoire de Gorbatchev, on se rend compte que ça dit beaucoup de lui, c'est-à-dire cette espèce de pragmatisme extrême, ce côté presque, j'allais dire radical socialiste, mais enfin très modéré dans l'âme, étonnamment sortant d'un régime totalitaire, et ça expliquait beaucoup de la manière dont il a réformé ce système. On était à Saint-Pétersbourg et on a mis beaucoup de temps avant de convaincre son entourage. Et vraiment, quelques minutes avant qu'on puisse se mettre en place, ils nous ont dit « bon, ben, venez par là ». Et puis là, j'ai senti que ça commençait à se faire. Et donc, on a eu vraiment quelques minutes pour s'installer. C'est impressionnant d'interviewer Vladimir Poutine parce qu'il a quelque chose d'un policier de haut vol, vous savez, ces policiers des services secrets, ces policiers de ce qu'on appelait naguère la haute police, donc qui font du renseignement. Et il a ce côté un peu cynique, un peu ironique quand il vous fixe, méfiant, mais très intelligent en même temps. Et tout ça passe même dans le fait, par exemple, qu'il ne parle pas français, mais il capte, parce qu'il en parle un peu quand même, comme tout bon ancien agent secret, il pratique un peu toutes les langues. Donc il capte le thème de la question avant que vous ayez fini la question, il attrape le thème, il vous regarde l'air de dire oui, j'ai compris. Tout ça fait une ambiance d'interview où vous ne savez plus très bien qui est l'interrogateur de qui, parce qu'il y a un petit côté interrogatoire. Et ça met, comme vous dites, une certaine tension. Il y a ceux qui disent, après tant d'années de pouvoir, Monsieur Poutine est devenu fou. Et vous, au terme de notre interview, je vous parais fou? En tout cas, vous souriez, contrairement aux préjugés. C'était l'époque où les services secrets américains diffusaient ou contribuaient à diffuser des études plus ou moins psychologisantes, expliquant que Vladimir Poutine était dérangé. Et ça avait beaucoup été repris dans la presse. Donc je me suis dit, voilà, c'est un thème et je lui avais soumis. Et c'était assez intéressant parce qu'en réalité, il est absolument tout-terrain, donc il en faut plus pour l'impressionner évidemment. Il a répondu assez finement et c'est pas du tout là-dessus que l'interview s'est conclue. Enfin, il s'est pas levé et il n'est pas parti de colère. Comme quoi, vous pouvez poser à peu près toutes les questions. Ça dépend évidemment du moment de l'interview. Ça dépend de la manière de les amener aussi. Et du point de vue du rapport humain, souvent, et je crois que vous les connaissez mieux que moi, ce sont les gens
de cinéma, ce sont les gens de la chanson, qui étonnamment se mettent à eux-mêmes une très grande pression parce qu'ils sont en promo, parce qu'ils sont entourés d'agents qui veulent absolument faire leur publicité de manière parfois un peu mécanique et qui peuvent être assez compliquées. Parfois, il y a une contradiction entre les bons sentiments affichés par certains artistes et l'attitude qu'il y a en coulisses. Je me rappelle très bien en particulier une artiste, je ne la citerai pas, qui voulait absolument pousser un cri pour un peuple opprimé de l'époque, mais qui tenait absolument à avoir son coiffeur personnel à 3 000 euros. Et j'étais donc à la RTS, et vraiment, ce n'était pas dans nos habitudes. On lui avait gentiment fait comprendre que 3 000 euros, c'était trop pour nous. Et donc, elle s'est privée de son cri très moral parce qu'elle préférait ne pas pousser son cri très moral, mais elle ne voulait absolument pas se passer de son coiffeur spécial. Quand je débutais à la télévision, à la fin de l'interview de Samaranch, qui était le patron du CIO, qui était vraiment un très grand seigneur du CIO, un homme très très puissant, il ne m'avait pas vu arriver, j'avais fait une interview assez incisive et très critique, et puis je l'avais un peu piégé parce que, par exemple, c'était l'époque où on reprochait le train de vie des gens du CIO, et je lui avais posé toutes ces questions de manière très directe. Et puis à la fin de l'interview, parfois c'est l'anecdote qui... Je lui ai dit, est-ce que c'est vrai que vous avez toujours un marron dans votre poche? On dit que vous avez toujours un marron dans votre poche que vous triturez pour... Vous l'avez en ce moment? Et puis il m'avait sorti son marron comme ça, et puis il le remuait, et puis il dit, oui, j'ai un marron, c'est un péché aussi. Oui, Oui. Je l'ai dans la poche, mais Et vous ne le montrez pas? je le monte. Ah voilà. Mais c'est un on le péché voit. aussi? Non, non, pas du tout. Je peux l'avoir ou non? Il s'était levé ensuite, dans la seconde d'après, avec une colère, une espèce de rage, qui avait quelque chose de dévastateur. Et je me suis toujours rappelé de ce personnage, qui d'ailleurs, par la suite, m'en avait vraiment beaucoup voulu, et qui avait même voulu ma tête, parce que je présentais le journal donc déjà à l'époque. Et je me rappelle très bien qu'il avait demandé un peu à ma direction ma tête. Il avait dit, tant que ce monsieur présente le journal télévisé, plus jamais je ne viendrai comme invité. Ça n'a pas marché, je suis resté plus de 20 ans.